semble que nous ayons beaucoup tardé à nous interroger sur les racines de la connaissance, et en particulier de nos mécanismes cognitifs: perception, vision, mémoire, imagination. Sans doute est-ce parce que l'instrument de cette analyse est l'instrument d'analyse lui-même, c'est-à-dire notre cerveau. Lorsque nous cherchons à comprendre notre propre fonctionnement, tout se passe comme dans la gravure des chairs, dans laquelle les mains se dessinent l'une l'autre. Il semble impossible de savoir laquelle dessine l'autre. Quelle est la vraie main? D'où part le dessin? Cet homme, qui est-il? Un croyant, un joueur de boules, un consommateur, un contribuable, un mélomane, un lecteur, un joueur de belote, un père, un être humain, un supporter, un salarié, un lecteur, un pêcheur à la ligne, un actionnaire, un propriétaire, un mari, un voisin, un joueur de golf, un oncle, un citoyen, un conducteur, un électeur et bien d'autres choses encore. Francisco Varela, comment l'homme est-il équipé biologiquement pour affronter la complexité du monde qui l'entoure? En fait, moi je crois que la question doit être inversée, parce que la complexité du monde apparaît aussi en fonction de la structuration biologique de l'individu. Et donc il faut plutôt, pour moi, poser la question: qu'est-ce que c'est que la structuration biologique d'un individu qui fait que la complexité est-il possible? Alors, de ce point de vue-là, je crois que une des choses les plus fascinantes de la biologie, c'est qu'en ce qui concerne le système neuronal, il y a un élément de réponse qui est pour moi les clés au niveau de la structure biologique. Et cet élément clé, c'est en fait le fait que les corps de tous les animaux, y compris chez l'homme, est organisé dans un boucle des couplages sensorimoteurs, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait est toujours un cycle de perception et action. Et cette boucle circulaire de perception et action, c'est vraiment le noyau fondamental de la logique, pour ainsi dire, des systèmes neuronaux. À partir de l'origine de la vie neuronale, donc à partir des éponges et des animaux élémentaires, jusqu'aux animaux comme les vertébrés et l'homme, avec un cerveau très complexe. Mais la logique du système neuronal est commune à tous les animaux, et c'est cette boucle sensorimoteur. Peut-on résumer l'histoire, phylogénèse et ontogénèse, de nos différents couplages avec l'environnement? Peut-on trouver des mots-clés qui représentent ces interactions, ce couplage? Et effectivement, je crois que le mot couplage, c'est un mot-clé. C'est-à-dire que vous l'avez utilisé déjà, c'est pour moi les bons mots. C'est-à-dire, si on reprend ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a cette logique fondamentale du système neuronal, c'est-à-dire la boucle des perceptions et actions, c'est cette boucle qui fait les couplages. C'est-à-dire, c'est à partir de cette boucle qu'on se couple avec ce qu'on appelle l'environnement. Et dans ce couplage, et à partir de cette logique circulaire, c'est qui émerge donc toute la complexité du monde. L'histoire, la phylogénèse, l'histoire de la vie, ce n'est qu'une seule chose, c'est des variations, disons comme on dirait un musicien de jazz, des variations sur ce thème fondamental où, à l'intérieur de cette boucle sensorimoteur, il y a des éléments différents, il y a des bricolages de ces structures neuronales, on ajoute des composantes, on change de module, et donc ça fait une espèce de diversité des interprètes, pour ainsi dire, du même thème fondamental qui est cette boucle et son couplage. Donc je crois que les deux mots-clés sont d'une part la boucle sensorimoteur, d'autre part qu'il y a un couplage.
Selon la formule de Gérald Edelman, le monde est dépourvu d'étiquettes. Mais nous ne cessons d'étiqueter, de catégoriser, de classer les objets, les autres et nous-mêmes. Quelle est donc cette fonction organisatrice de notre cerveau par laquelle nous mettons ou nous croyons mettre de l'ordre ou de la continuité dans le monde qui nous entoure? Moi-même, je me sens très aligné avec ces formules d'Edelman. D'ailleurs, il y a beaucoup de temps déjà que j'avais essayé de dire la même chose en disant qu'il n'y a pas d'information. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étiquette dans le sens que le monde ne se présente pas comme déjà porteur des significations qu'on acquiert comme un espèce de système informatique de type ordinateur. Ces étiquettes ne viennent pas avec le monde, pour ainsi dire. Ils émergent au long d'une histoire. Et c'est une histoire qui est, d'une part, une histoire biologique, phylogénétique, c'est-à-dire que le fait que mon corps a une histoire qui remonte à millions d'années, et donc j'ai une structure qui me prédispose à un certain type d'étiquettes, par exemple de formes, de couleurs, de trois-dimensionnalités, etc. Ce sont des choses qui sont typiquement primates. Et d'autre part, il y a l'histoire ontogénétique, c'est-à-dire de l'individu même, l'individu en tant qu'histoire personnelle. Donc ça fait une double couche des étiquettes universelles de l'espèce et individuelles de l'histoire de l'individu même. Quelles sont les valeurs? Quel est le moteur qui préside à notre désir de catégoriser? Je crois que peut-être qu'il faudrait poser la question de l'essence suivante. Étant donné que l'histoire de la vie a construit le système neuronal avec cette activité unique qui est la constitution de signification à travers de l'histoire, donc la stabilisation de régularité, comme on disait tout à l'heure, donc on peut dire, et ça c'est quelque chose que je tiens beaucoup, c'est que en fait, inséré dans cette histoire du système neuronal, il y a véritablement un vrai désir de stabiliser le monde, une passion de constituer des significations. Je dirais que c'est la fonction désirante la plus fondamentale qu'on partage avec tous les animaux d'ailleurs, et qui est à la base de quelque chose qui apparaissent dans la conscience humaine de plusieurs façons. Mais cette espèce de passion pour la signification donc, est quelque chose qui est inséré dans la structure même de la vie. Donc ça n'étonne pas que n'importe quel couplage va donner suite à l'apparition d'une signification, à l'apparition d'un monde. C'est-à-dire que le système neuronal va toujours inventer un monde. Alors, reste évidemment à distinguer si ce couplage est plus ou moins réussi. Ça, c'est une autre histoire. Mais du point de vue du système, il va toujours vous donner une étiquette, un classement, une signification. Et l'imaginaire? L'imaginaire n'est pas quelque chose qui apparaisse comme ça dans l'histoire de l'humanité, comme si c'était une invention des langages ou une invention de l'histoire. L'imaginaire en tant que fonction fondamentale, il est déjà bel et bien inséré dans cette logique fondamentale du corps, du système neuronal, du couplage sensorimoteur. Un exemple, notre système visuel. On dit couramment que l'image d'un objet se forme sur la rétine, puis que celle-ci est projetée sur un centre appelé corps genouillé latéral, pour parvenir enfin au cortex visuel où l'information est traitée. Mais cette approche ne tient pas compte de l'anatomie fondamentale du système visuel. Entre la rétine et le cortex, le corps genouillé latéral joue le rôle de relais qui reçoit de nombreuses connexions qu'on évalue à plus de 80% en provenance de différentes parties du cerveau et en particulier du cortex visuel, l'endroit même où l'activité visuelle est en train de s'élaborer. Plusieurs régions du cerveau sont donc concernées par le phénomène visuel. La rétine n'est qu'une voix ajoutée à d'autres voix dans une discussion familiale animée à laquelle plusieurs membres de la famille contribuent. Comment pouvons-nous reconnaître un nombre illimité d'objets nouveaux alors que nous ne sommes confrontés qu'à un nombre limité d'objets ou d'événements? D'abord, il faut se rappeler qu'il n'y a pas des événements d'objets qu'on rencontre. On en savait bien mis d'accord que en fait, les objets, les événements surgissent, sont construits, sont organisés au cours d'une histoire. Il y a trois moments stellaires dans l'histoire de la connaissance. On a déjà parlé des premières, que c'est l'invention
du système neuronal, comme cette boucle sensorimoteur, qui permet l'émergence de signification. Ça, c'est, si vous voulez, l'événement fondateur, universel à tous les êtres qui connaissent. Mais puis, il y a un autre événement qui est probablement de grande importance, pas probablement, c'est certainement de grande importance, c'est le fait que dans les groupes, surtout chez les mammifères, il y a une transformation de la manière comme le système neuronal fonctionne qui permet une chose fondamentale, qui est la modification structurelle du système même au cours de l'histoire. Or, quelle est la conséquence des modifications structurelles? C'est que vous n'avez jamais le même mode de couplage. Cette modification, cette capacité de plasticité historique n'est pas universelle. Vous voyez, les insectes, par exemple, sont l'exemple le plus fondamental des êtres qui, en gros, enfin, il y a des petites nuances, mais en gros, ils ne sont pas du tout des plasticités. C'est-à-dire, ils ont une histoire phylogénétique qui les donne un certain nombre de significations et catégories, et puis c'est tout. Ils subissent aucune transformation structurelle profonde. Il y a des exceptions, mais en gros, c'est comme ça. C'est-à-dire, un cafard américain et un cafard français, ils se ressemblent terriblement. Tandis qu'un chien français et un chien américain, c'est pas la même chose, pour ne pas parler d'un enfant. Et donc, vous voyez que là, il y a, je dirais, le deuxième moment stellaire dans l'histoire de la connaissance, c'est que les systèmes biologiques inventent cette capacité de plasticité énorme qui est insérée à l'intérieur même de la physiologie du système. Les troisième moment stellaire, je dirais, c'est justement pas seulement qu'on a donc un système neuronal qui est capable de cette construction du monde, pas seulement que nous, en tant que primates, on est doués d'une plasticité énorme, parce que les primates, en tant que mammifères, partagent cette capacité de plasticité, mais les primates, spécifiquement la branche des hominides, ils ont fait une troisième invention fondamentale qui est l'invention du langage. Pourquoi le langage c'est important? Parce que pas seulement est-ce qu'il y a du couplage avec le monde, mais il y a un couplage entre les individus de l'espèce pour la coordination d'action. Alors attention, mot-clé là. Je n'ai pas dit langage comme transmission d'informations, je n'ai pas dit passer des commandes, j'ai dit langage c'est fondamentalement une manière de coupler des individus à l'intérieur d'une espèce pour la coordination d'action. Et là, vous voyez que pas seulement est-ce que vous avez la capacité de connaître, pas seulement la capacité de changer ce que vous présentez à l'esprit, mais aussi de faire des distinctions et de coordination à l'intérieur d'un système énormément symbolique et donc ouvert. Et c'est à ce moment-là que vous avez tous les éléments pour l'espace cognitif, mental et consciente que l'on habite en tant que participant de l'espèce humaine. Donc les trois niveaux sont également importants et s'enchevêtrent, vous voyez, l'un sur l'autre. Et notre mémoire? La mémoire est bien évidemment très étroitement liée à l'apprentissage. C'est-à-dire que la capacité de transformation structurelle permet l'apparition de ce phénomène qu'on appelle la mémoire. Donc, si je suis là, je suis en train de penser à ce qui s'est passé hier, alors là, j'ai fait quelque chose qui est typiquement un acte de mémoire, mais cet acte de mémoire est toujours faire émerger dans le présent quelque chose qui a une possibilité structurelle. Ce n'est pas comme si je tirais d'un petit tiroir en mémoire stockée. Donc c'est ce qu'on appelle typiquement, là je parle de la mémoire associative. C'est-à-dire j'associe d'une chose à l'autre et c'est un type de mémoire assez fondamental. Il y a des autres types de mémoire, par exemple la mémoire dite épisodique, qui n'est pas du contenu mais plutôt du contexte. Tout ça sont des types de mémoire qui sont associés à l'évolution du cerveau. Mais en gros, ce que l'on peut dire de la mémoire, c'est que c'est pour moi la manifestation dans les présentes de la capacité de modification structurelle qui est donnée ou faite possible par la plasticité, la capacité d'apprentissage.
sont les pièges à éviter? Attention à la boxologie. Le premier piège, en fait, je crois que c'est un piège, c'est biologique, c'est-à-dire qu'on partage avec les autres mammifères. Je dirais, j'appellerais ça la piège de la certitude. C'est-à-dire que, étant donné qu'on a cette énorme capacité de faire émerger des mondes, d'organiser des catégories, donc de penser que tout est clair, hein, on tombe dans la piège de la certitude, de donc oublier qu'en fait, ce monde qui se déploie, ce n'est pas quelque chose qui est donné, qui est stable, qui est fixe, mais qu'il y a donc ces constantes transformations dans le temps. Et là encore, je dirais, c'est la piège qui est enracinée dans ce désir d'organisation, désir de stabiliser. Le système neuronal ne désire pas changer. S'il peut éviter les changements, dans un certain sens, il va l'éviter. Je crois que chez l'homme, la piège de la certitude est la racine d'énormément de mal. Entre autres choses, aujourd'hui, je dirais tout ce qui a à voir avec le dogmatisme et l'inflexibilité dans un monde qui est énormément flexible, fluide aujourd'hui. Donc là, je crois que pour les jeunes, hein, c'est quelque chose de très important de se rendre compte que la fluidité du monde actuel ne va pas se résoudre en essayant de fixer les mondes, mais plutôt en essayant de profiter au maximum de notre flexibilité qui nous est donnée. Deuxième piège, c'est un piège beaucoup plus typique de l'homme parce que c'est associé au langage. C'est la piège, je dirais, de penser que la rationalité et l'émotionnalité, ce sont des choses distantes et séparées. Il y a toujours un mélange inséparable, ce que j'appelle maintenant l'émotionnel, c'est-à-dire toute la posture structurelle d'un corps qui comporte donc tous les niveaux corporel et émotionnel et hormonal, etc. etc. Et donc, c'est impossible de penser que cette rationalité est séparée ou séparable de ce contenu émotionnel. L'illusion de la rationalité pure, c'est aussi un grand piège, je pense. Et de ne pas donc se faire responsable de comment la rationalité elle est toujours imbibée de ce côté émotionnel pour lequel on n'a normalement pas du tout envie de se faire responsable. Et on donne l'impression d'un espèce de discours extrêmement rationnel. Et ça, c'est une piège, je dirais, très européenne. Et, si j'ose dire, particulièrement français. Que faut-il enseigner, en tout premier lieu, quel que soit l'âge et la culture à laquelle nous appartenons, pour que soit mise en place une éducation véritablement fondatrice? Quelle est pour moi la réponse qu'on doit aux jeunes de la part du système éducationnel? C'est que le système éducationnel, lui aussi, il change et qui favorise justement pas tellement les contenus, qui est quelque chose de dur quand même dans le système éducationnel français, et qu'on favorise beaucoup plus la capacité de cultiver, j'utilise les mots avec précision, là, les mots cultiver, les capacités de flexibilisation, c'est-à-dire d'apprendre comment changer plutôt que comment savoir X ou Y. Or, ce chapitre, comment changer, c'est quand même toute une nouvelle discipline. Ce sont sans doute des méthodes, des approches, des exercices, des méthodes didactiques qui ne sont pas du tout les mêmes que pour transmettre et éduquer dans un contenu quelconque. Changer, cultiver nos capacités de flexibilité, oui, mais comment? Il y a beaucoup à apprendre de la façon dont notre cerveau est organisé. Il est à la fois un généraliste et un spécialiste. À la fois, il contrôle et il exécute.
À la fois, il planifie, pilote, régule, évalue, fait des hypothèses, imagine et invente. Le secret de notre cerveau est surtout son immense capacité de connectivité. C'est précisément le surplus de main-d'œuvre qui va lui permettre de fonctionner de façon probabiliste et d'échapper ainsi au déterminisme dans lequel il risque de s'enfermer précisément par manque de souplesse. Le fonctionnement neuronal nous donne l'exemple d'un comportement qui privilégie l'initiative sur la passivité, l'ouverture d'esprit sur l'étroitesse, la collaboration sur la concurrence, la souplesse sur la rigidité, l'autonomie sur la dépendance, le questionnement sur la croyance autoritaire. On n'a pas du tout même commencé vraiment à répondre à ce défi qui me semble fondamental. Or, j'ajoute, ce n'est pas seulement le problème de l'éducation, c'est aussi le problème notamment des systèmes économiques, c'est-à-dire des entreprises et des hommes, des dirigeants politiques ou de l'État. C'est-à-dire tous les trois doivent quand même cultiver ces capacités de flexibilité sans laquelle on va à la fragmentation sociale, aux guerres civiles, au dogmatisme, au nationalisme. Et ça m'inquiète. Cultiver nos capacités de flexibilité, ce n'est pas seulement un problème d'éducation. C'est aussi le problème du système économique, des entreprises, des hommes politiques ou de l'État.